Bon matin sur France 3 Bretagne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité à notre émission Ensemble c'est mieux. La crise du Covid-19 oblige les parcs d'attractions, les parcs de loisirs à se réadapter. Nous verrons avec nos invités ce que cela implique pour eux. Ce sera notre dossier du jour. Mais comme chaque jour, on part retrouver Evan. Salut Evan, immersion ce matin au château du Rocher-Portail. Quel est l'objet de ta visite ? Salut Anne Fanté, bonjour à vous à la maison. Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le château Le Rocher-Portail, puisqu'ici c'est un lieu aussi impacté par la crise, évidemment il est fermé. C'est un château assez méconnu des Bretons, il faut dire, et c'est bien dommage. Et surtout, il y a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent pour lui faire revêtir ses décors de Noël. On verra ça tout à l'heure. Avant, on va commencer par se faire une petite visite avec le propriétaire, c'est la classe. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors, tu es un enfant du pays, Oui, faut le dire, ouais. et tu es un grand passionné par ce château depuis tout petit. Est-ce que tu peux nous raconter le lien qui t'unit à cette bâtisse si particulière ? Ouais, je suis comme les Gaulois, je suis tombé dedans tout petit, j'ai appris à marcher face à l'avenue. Alors ce château a été habité, donc personne ne rentrait. Mais moi j'ai eu une attirance tout petit et donc à chaque anniversaire je demandais d'être pris en photo. Enfin voilà, un peu fou. Et finalement voilà. Et le destin t'a rattrapé, Ouais. puisqu'en 2016 tu achètes le château. Exactement, voilà. Donc c'est un grand pas pour moi et j'en suis content. Et alors je ne l'achète pas pour moi, je l'achète vraiment pour le partager. Je suis un vrai passionné du patrimoine, pour le partager avec tout le monde, avec le public. Mon rêve c'est vraiment que ce château soit animé, qu'il y ait plein de choses. Alors il vit ce château, d'ailleurs on va se mettre un petit peu devant, comme ça vous pouvez voir, voilà, nous sommes chevaliers, non c'est pas du tout la même époque, justement. Si, il y a des chevaliers mousquetaires aussi, mais Ah bah voilà, je préfère, appelez-nous. D'Artagnan est peut-être venu ici. Peut-être, sûrement. On ira fouiller pour voir. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu le contexte historique de cette bâtisse ? Ça a un lien avec un proche du roi Henri IV. Voilà, alors c'est la demeure du plus grand homme d'affaires de l'époque, au XVIe siècle, et ami conseiller du roi Henri IV, ensuite de la reine Marie Médicis, et il avait une forte relation aussi avec le cardinal Richelieu qui venait dormir dans les appartements d'Apparat. Donc voilà, on est sur la grande histoire de France, Renaissance, c'est assez rare pour la Bretagne pour le noter. Ça fait un peu penser à Chenonceau, pour celles et ceux qui connaissent, d'être comme ça au bord de la rivière. C'est le Couesnon. Alors voilà, c'est le Couesnon et symboliquement, on passait en Normandie, donc la petite route c'était la route antique de Rennes-Avranches. Pourquoi donc il est nommé Portail, château Porte de Bretagne, et Rocher parce qu'il est construit sur un rocher. Ah, je crois que c'est parce qu'il y avait un joli portail, d'ailleurs on avait ouvert, mais, Ouais. mais non. Et alors cette bâtisse, ce château, il a un lien avec des monuments comme le Parlement de Bretagne notamment, Voilà. par leur architecte. Tout à fait, c'est Salomon de Brosse, le grand architecte qui est à l'origine du Parlement de Bretagne et du Palais de Luxembourg. Et là, on a retrouvé toute une correspondance. Et c'est Gilles Vrelan, donc le propriétaire de l'époque, qui a présenté Salomon de Brosse à la reine Marie Médicis pour se faire construire son Palais du Luxembourg, qui est aujourd'hui le Sénat. Quel type d'activité est-ce que vous proposez pour justement faire vivre ce monument à l'année ? Parce que c'est pas simple de faire venir des gens ici, surtout que vous n'êtes pas le plus connu des châteaux, et pourtant, Ouais. il est très beau. Qu'est-ce que vous organisez justement pour faire venir le public ? Alors, moult animation, comme on dirait. Mais, alors moi, j'ai mis l'idée à la seconde, effectivement. Et l'idée, c'est que je veux surtout pas que ça soit un château musée, qui sent la cire d'abeille, même si la cire d'abeille est très bien. Mais On a vu à l'intérieur, c'est déjà bien ciré. ouais, voilà. Mais c'est vraiment l'animer, le partager avec tout le monde. Moi, je suis le plus heureux, c'est quand je vois noir de monde ce château. Visite du château, des intérieurs, parce qu'il a gardé tout son mobilier d'origine. Les jardins aussi, on Oui. a eu le prix Villandry, parce qu'on a pu, suite aux fouilles archéologiques. Eh ben, on va continuer à en parler tout à l'heure, parce que ça y est, notre temps est écoulé. On pourrait en parler pendant des heures de ce château. Tout à l'heure, on va aller aussi rencontrer des bénévoles qui sont déjà à l'intérieur en train de décorer toutes les pièces du château avec des belles décorations de Noël. Vous allez suivre ça avec nous. D'ailleurs, Anne Fanté, j'ai juste une petite question. Manuel, ne m'écoute pas. Est-ce que ce château est hanté, à ton avis ? Je ne pense pas. Eh bien, réponse tout à l'heure. On attend donc la réponse. À tout à l'heure, Evan. Et ce nouveau confinement impose à de nombreux salariés le télétravail. Tous les jours, on leur donne la parole. C'est aujourd'hui Charlotte Menou qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça se passe pour vous, le télétravail ? Eh ben, je suis en télétravail du coup 3 jours sur 5. Je reste 2 jours quand même au bureau. Et donc, ça nécessite toute une nouvelle organisation de travail. Et c'est compliqué à mettre en œuvre cette nouvelle organisation du travail ?
Alors non, c'est pas compliqué, c'est de nouvelles méthodes de travail et ça permet aussi d'améliorer aussi nos méthodes de travail pour le coup. Dans quel secteur vous travaillez? Alors je travaille dans le secteur de l'immobilier, je travaille dans un syndic en tant que gestionnaire de copropriété. D'accord. Et comment vous avez aménagé votre espace de travail à la maison? Là, où est-ce que vous êtes actuellement? Alors là, je partage mon bureau avec ma maman qui travaille aussi dans l'immobilier. D'accord. Donc on a chacun son côté. Et ça se passe bien, l'ambiance Oui. Oui, ça va. Bah, quand chacun a des visios, soit quelqu'un descend en bas, soit on reste en haut. On s'organise. L'un des avantages du télétravail, c'est aussi la capacité de pouvoir faire des siestes. Est-ce que ce sont des moments que vous vous octroyez? Non, j'ai pas le temps pour ça. J'aimerais bien, mais non. Et est-ce que c'est facile de faire des coupures entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Alors du coup, en télétravail, c'est plus compliqué parce qu'on travaille entre guillemets 2 fois plus. Donc au lieu de finir des fois à 17h45, je finis des fois à 19h, 20h. Bah, c'est pas bien ça. Il faudrait être plus rigoureuse. C'est ça, mais comme ça, au moins j'avance sur mes dossiers. Et est-ce que vous avez des petites astuces à donner à nos téléspectateurs qui, comme vous, télétravaillent? Alors, ça va être vraiment d'être bien organisé et de se prévoir, comme à l'école, un planning de travail. Merci beaucoup Charlotte Menou d'avoir été avec nous. On vous laisse retourner à votre travail. Et ne sortez pas tard ce soir. Et on le sait, cette période n'est pas facile pour tout le monde. Chaque jour, on vous remet du baume au cœur, on vous raconte de belles histoires. Et Céline, ce sera votre mission aujourd'hui. Vous nous racontez ce matin l'histoire d'une rescapée d'Auschwitz. Oui, c'est une rescapée d'Auschwitz, Magda Hollander Lafont, mais qui incarne la bienveillance. Donc je vais vous parler de son histoire, les réflexions qu'elle a sur la vie et puis le message qu'elle souhaite nous délivrer. La suite avant la fin de cette émission, promis. On en vient à notre dossier du jour. Nos parcs de loisirs sont-ils en danger? Comme beaucoup de secteurs, l'activité est fortement impactée. Voyez quelques éléments en chiffres et en images. Et si on se faisait un parc d'attractions ce week-end? Oh, t'es sûr? C'est pas très rassurant niveau Covid. Depuis leur réouverture après le confinement, les parcs de loisirs connaissent une chute de fréquentation. Une situation due à la fois au public qui ne se bouscule pas et à une jauge limite de visiteurs décidée selon les parcs. Les gros parcs d'attractions sont aussi victimes de la désertion de la clientèle étrangère. En premier lieu, Disneyland, première destination touristique d'Europe avec 15 millions de visiteurs par an. Du coup, beaucoup de parcs se voient contraints de réduire leurs horaires et de mettre une partie de leurs salariés au chômage partiel. La crise sanitaire oblige à revoir la façon de fonctionner. Et certaines innovations mises en place pour la Covid pourraient bien perdurer à l'avenir. Le Futuroscope ou le parc Astérix ont développé un système de file d'attente virtuel qui permet de s'enregistrer avec son smartphone et de ne revenir que lorsque c'est son tour. Certes, on n'a jamais fait aussi peu la queue dans les parcs d'attractions, mais comme pour le secteur du tourisme et du spectacle, la situation devient très inquiétante. Et pour en parler avec nous ce matin, Éric Grosbois, bonjour, vous êtes président de l'association Haute-Bretagne Loisirs 35 et directeur de l'Enigma Park à Janzé. Nadine Bonnefoy-Poder, bonjour, vous êtes co-gérante du parc d'attractions La Récré des Trois Curés. Et à distance avec nous, Jean-Pierre Roche, vous êtes le directeur de la Cité des Télécoms. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme beaucoup de secteurs, l'année 2020 a complètement chamboulé vos activités. Nadine Bonnefoy-Poder, la Récré des Trois Curés fête cette année ses 30 ans. Oui. C'est pas l'anniversaire que vous imaginiez. On n'a pas pu le fêter comme on l'imaginait, effectivement, mais on avait préparé la saison avec un cadeau, on va dire, une grosse nouvelle attraction pour fêter justement ces 30 ans, qui est quand même arrivée. Voilà, on n'a pas soufflé forcément le gâteau, mais le cadeau était quand même là, avec Vertica, qui était une très grosse attraction qu'on a installée là sur le printemps et qu'on a pu ouvrir le 6 juin avec la réouverture du parc le 6 juin. Donc on était quand même satisfait de pouvoir le proposer dès la réouverture. Vous avez pu quand même marquer le coup. On va revenir sur cette saison si particulière, le coup de massue en mars avec le premier confinement, 2 mois et demi de fermeture. Jean-Pierre Roche, qu'est-ce qui a été difficile à mettre en place après le déconfinement ? Après le déconfinement, ça a été compliqué parce que nous, on a fermé donc mi-mars en même temps que les orientations. On a rouvert le 29 juin. Ce qui a été compliqué, c'est la mise en œuvre, le retour de tous les salariés dans un contexte de travail, sachant que l'on a énormément travaillé sur le protocole. Et après, il a fallu beaucoup communiquer auprès du public
auprès des établissements scolaires, auprès des groupes, de façon à leur indiquer que tous les protocoles étaient faits dans les règles de l'art. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est remis en marche. On va en parler peut-être tout à l'heure. Un protocole qui est difficile à mettre en œuvre dans des espaces fermés, hein, il faut le dire, ça. Oui, alors on a 2 protocoles en réalité. On avait le protocole pour les salariés, effectivement, puisque certains salariés ont continué à travailler et d'autres non, étaient en chômage partiel. Et puis on avait le plan de reprise d'activité où je dois dire qu'on a été soutenu par les élus locaux parce qu'effectivement il faut qu'on soit, c'est très drastique et avec des jauges, avec des files d'attente. Donc non content d'avoir 2 mois et demi ou 3 mois de fermeture. S'organiser, c'est ça. Voilà, il faut s'organiser. Éric Grosbois, il a fallu aussi également revoir les concepts. Hein. Exercice périlleux avec des jauges limitées. Tout à fait. Je pense que tout le monde s'est remis, en tout cas dans le tourisme, mais il n'y a pas que dans le tourisme, on s'est tous remis en question. Les protocoles, comme le disait M. Roche à l'instant, pour notre personnel et pour les visiteurs. Et après, il a fallu adapter nos concepts à ces protocoles. En l'occurrence, moi je tiens un parc de loisirs indoor qui s'appelle Enigma Park à Janzé, avec des labyrinthes dans lesquels il a fallu délimiter un temps, une session de jeu, dans lesquels il a fallu mettre en place des désinfections avec des joueurs, donc conjuguer les deux, dans lesquels il a fallu mettre des sens de circulation en place, donc vraiment des réflexions très très poussées, très compliquées et qui chamboulent notre quotidien, le quotidien des dirigeants et des salariés, mais aussi le quotidien des visiteurs qui sont déjà venus et qui ne peuvent pas pratiquer le jeu de la même façon. Donc il y a vraiment un avant et un après. Ils ont été cléments quand même, les visiteurs, malgré le contexte, parce que j'imagine qu'ils étaient contents d'être là. Alors, j'oserais dire pas toujours, puisqu'on sortait d'une période de confinement où on essayait tous de pouvoir respirer. Et quand on va dans un domaine de loisirs, on est là pour s'amuser, pour respirer. Et malgré tout ça, on n'a pas pu respirer comme on le souhaitait, puisqu'il a fallu jouer avec les protocoles et ces contraintes. Et ces contraintes étaient plus ou moins difficiles à accepter, effectivement. Nadine Bonnefoy-Poder, en étant dans un parc extérieur, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir bénéficié quand même d'un atout par rapport à M. Roche ou Oui, Monsieur Grosbois? Je pense que le protocole était plus aisé à mettre en place, hein, effectivement, sur un site extérieur. Pour commencer, on n'avait pas, nous, forcément, le souci de la jauge et de devoir réserver pour venir sur le site, parce qu'aussi, au niveau de la rivière des Trois-Curés, on est sur un site sur 17 hectares. Donc, on a vraiment beaucoup de surface, on n'a pas ce souci de cohue, en fait, près des attractions. Malgré tout, il a fallu mettre en œuvre de la distanciation dans les files d'attente. Alors, juste pour la petite histoire, ça a été 2 semaines, quelque part, de dessin ou de peinture devant chaque file d'attente sur à peu près 20 ou 30 endroits pour bien délimiter en fait l'accès au site. Bien sûr, du gel, de la désinfection tous les matins du site. Ça, c'était un nouveau métier, quelque part, qu'il a fallu qu'on mette en place. Mais c'est certain que sur un site extérieur, c'était plus facile et on a peut-être retrouvé aussi, plus que dans les sites privés, une fréquentation plus rapidement. Les gens avaient besoin de sortir, nous ont fait confiance sur ce protocole assez rapidement. C'était un petit peu l'inquiétude au moment de la réouverture. Est-ce que les visiteurs reviendraient tout de suite? Est-ce que la confiance serait là? Et nous, on l'a retrouvé rapidement. La saison estivale a répondu à vos attentes. Vous avez pu rattraper un petit peu le retard du confinement? Vous avez tout dit, on a un peu rattrapé le retard du confinement, mais pas complètement. Voilà, après c'est tout le débat. On se sent quand même heureux d'avoir pu ouvrir sur l'ensemble de cette saison. Je pense à d'autres activités qui rentrent dans leur haute saison. Nous, notre haute saison, c'était la partie estivale. On a pu ouvrir, faire fonctionner nos activités. C'est déjà vraiment le point positif. Les visiteurs nous ont suivis, sont venus sur le site, ont fait attention, mis des gestes barrières en place. Voilà, donc on a été heureux de pouvoir travailler et puis on espère bientôt pouvoir retravailler. On va y revenir tout à l'heure. Jean-Pierre Roche, comment ça s'est passé pour vous l'été? Le public était au rendez-vous? Écoutez, au mois de juillet, oui. Au mois de juillet, oui. On a fait à peu près l'équivalent du mois de juillet par rapport à 2019. Et malgré le fait de ne pas avoir réouvert les 2 premiers week-ends et d'avoir été obligé de fermer 3 fois parce que nous avions atteint la jauge, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'on est catalogué comme un site intérieur, alors qu'on est sur 20 hectares et qu'on a une partie à l'extérieur. Mais le fait, avec le radome, avec les monuments historiques, on est catalogué comme ça. Par contre, au mois d'août, non, on a été complètement en dessous de la fréquentation. Je pense que c'est peut-être dû au temps, c'est peut-être dû aussi aux activités. Et vraiment, ça a été très décevant sur le mois d'août. Et vous me disiez en préparant cette interview que votre rapport au public avait changé.
aussi. Oui, ça, c'est un point hyper positif. Et c'est à la fois le rapport au public et c'est à la fois le rapport du public vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que pour des visites guidées, je prends juste un petit exemple, pour des visites guidées, on a limité à 15 personnes, donc un médiateur était avec 15 personnes, ce qui fait que c'était très familial dans le cadre de la visite. Donc c'était bien pour le médiateur parce qu'il pouvait exercer son métier avec beaucoup plus d'empathie vis-à-vis du public, et pour le public, il pouvait poser des questions. C'est quelque chose, on se pose la question pour savoir si on n'allait pas le faire perdurer. D'accord. Et ce que l'on voit aussi, Éric Grosbois, c'est que finalement la situation elle est quand même très contrastée dans le secteur des parcs de loisirs. Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y en a qui sont en extérieur, d'autres en intérieur, donc les contraintes ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont en campagne, d'autres en milieu urbain, et là également, les contraintes ne sont pas les mêmes. Si vous avez la malchance d'avoir un parc de loisirs en intérieur, en urbain, c'était pas la bonne année. Il faut être clair, valait mieux être en extérieur, avoir de l'espace. Les gens sortaient encore une fois du confinement et souhaitaient respirer. Donc plus vous aviez d'espace et mieux on vous attendait, j'oserais dire. Vous étiez accueillis, pas forcément mieux accueillis, mais je trouve. Céline, est-ce que vous avez voulu respirer dans les parcs de loisirs ? Non. J'avoue, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Je suis allée respirer la nature, bien sûr, mais les parcs de loisirs, pas encore. Non. D'accord. Nous sommes porteurs de bonne humeur. Alors, il y a un retour du public selon les endroits, mais c'est quand même un coup dur pour les trésoreries, même si vous dites que la fréquentation était au rendez-vous. Pour vous, aujourd'hui, c'est compliqué de vous projeter dans l'avenir ? Le maître mot de notre métier est l'innovation. Tout le temps de réinvestir, d'apporter de la nouveauté. Donc c'est certain qu'une année un petit peu difficile va mettre un petit coup de frein sur la suite de nos investissements, c'est-à-dire la visibilité qu'on va pouvoir avoir sur 2-3 années. Ça va être aussi la reprise sur le printemps prochain qui sera déterminant. Et là, nul ne peut dire aujourd'hui quel sera le contexte d'ici 2 ou 3 mois. Parce que je pense qu'on peut supporter une année comme ça, mais c'est sûr que nos entreprises ont besoin de réinvestir constamment. Alors pour la récré, je l'ai dit en introduction, on a eu cette chance d'avoir cette grosse nouveauté Vertica qui a été décidée il y a 2 ans, puisque du coup c'est vraiment un roller coaster d'ampleur, ça et puis un nouveau bâtiment d'accueil, un nouveau restaurant à l'entrée du site, donc c'était 7,5 millions d'investissement à peu près, donc ce qui est énorme pour notre entreprise. Et heureusement qu'on l'a fait quelque part avant cette fameuse année 2020, sinon tous ces projets-là auraient été remis un petit peu à Mathusalem. Donc on va dire que c'est une chance. Maintenant, tout ce qu'on espère, c'est pouvoir l'exploiter en tant que tel et revenir sur une situation plus normale, même si, comme disait Monsieur Roche, je pense qu'on gardera des pratiques différentes, inévitablement. Faut toujours tirer un côté positif de toute situation. Peut-être que l'accueil du public, la proximité des gens, le fait de proposer du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque attraction. Enfin, il y a des choses que l'on peut regarder. On a tous dû être inventifs quelque part en préparant ce protocole pour qu'il soit le moins visible possible. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a cherché. On a cherché à répondre aux contraintes, inévitablement. C'était un socle minimum pour pouvoir accueillir nos visiteurs, mais faire en sorte que ça ne gâche pas leur journée. C'était vraiment l'élément important. Il y a aussi un élément important, c'est la préservation de l'emploi. Beaucoup bénéficient actuellement du chômage partiel. C'est aussi un enjeu pour vous, Jean-Pierre Roche, le maintien de l'emploi pour votre structure. Le premier enjeu. Effectivement, comme vous le savez, nous sommes la fondation scientifique du groupe Orange. Donc, on a aussi un aspect de représentativité et au niveau territorial. Et la partie de l'emploi, c'est primordial pour nous. Donc, c'est vrai qu'on a pu bénéficier des aides de chômage partiel. Par contre, comme le disait Madame Bonnefoy, moi, j'étais obligé de décaler et on est en train de réfléchir sur nos investissements, sur les années à venir. On fait des investissements sur une périodicité de 5 ans. Donc, avec on est à base d'innovation autour du numérique. C'est vrai que là, c'est une vraie difficulté pour faire marcher et la reprise de l'emploi, et la reprise de l'activité, et les investissements. Donc là, c'est vraiment... Éric Grosbois, on ne mesure pas encore tout à fait les conséquences de cette crise. Est-ce qu'il y aura un effet à retardement dans les prochains mois, prochaines années? Oui, très clairement. Et là, on vient d'en parler. Ne serait-ce que sur les investissements, puisque nos trésoreries ont été touchées et donc elles sont à plat pour un certain nombre d'entre nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on tape sur les budgets d'investissement. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain, comment on va le faire demain. On parlait d'avenir tout à l'heure. Effectivement, on ne sait pas si on rouvre dans 15 jours, si on rouvre dans 3 semaines, si on rouvre dans 1 mois, voire 2 mois, voire 3 mois, puisqu'on entend des pronostics assez différents qui fluctuent chaque jour et qui nous font tous peur. Mais pour autant, on n'a pas le choix, donc il faut faire avec.
Et pour revenir à l'investissement, effectivement, un parc de loisirs se doit d'avoir un renouveau au moins tous les 2 ans, tous les 3 ans. Dans le cas Enigma Park, c'est tous les ans. Sur des petites structures, sur des plus grosses structures, c'est un peu plus long, mais il faut le temps de les amortir. Et ces investissements nécessitent d'avoir de l'argent. Et cet argent, elle vient de disparaître dans les mois qui viennent de passer. Donc les mois qui viennent nous inquiètent énormément. Beaucoup de défis à venir. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Merci Jean-Pierre Roche d'avoir été avec nous. Merci à tous pour vos témoignages. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Saint-Brice-en-Cogle. Eva nous fait découvrir un des joyaux de l'architecture bretonne. Exactement, une fantaisie. Ici, il n'y a pas de montagne russe, mais il y a un magnifique château qu'on va bientôt aller visiter. Et puis Madly, toi tu es la femme de Manuel qu'on a vu tout à l'heure, mais tu es aussi la responsable des jardins. Oui. Il y a de très beaux jardins ici, on ne peut pas encore y aller, mais tu peux peut-être nous dire un petit peu ce qu'on peut y voir quand on s'y promène. Oui, donc cette année c'était la grande nouveauté 2020, la reconstitution des jardins à l'historique, du potager. Donc avec l'école d'horticulture de Rennes, on a commencé à étudier les archives, voir ce qu'il y avait à l'époque de la Renaissance. Donc là on peut commencer à retrouver les vivaces, les annuels, les fruitiers. Comme à l'époque. Comme à l'époque, voilà. Il y a eu un vrai travail de fait. Alors j'en profite pour mettre mon petit bonnet de Noël, puisque je vous avais promis qu'on allait se plonger dans la magie des fêtes. Il y a toute une équipe de bénévoles dans la salle où on va rentrer qui est déjà au taquet pour Noël. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous allez faire justement pour les fêtes, Madly, ici ? Donc, illumination extérieure, intérieure, décoration de toutes les pièces du château. Donc, décoration aussi bien les sapins, les cadeaux de Noël. Il faut vraiment que ce soit festif, que ça fasse briller les yeux des enfants. Donc voilà. Alors, justement, je vais peut-être enlever ça, je vais avoir la On va aller voir Stéphanie. Stéphanie, c'est fleuriste du village. Bonjour Stéphanie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être bénévole pour le château du Rocher-Portail ? Du coup, vu que ma boutique est fermée pour le moment pour le confinement, m'a proposé de venir les aider à faire et à montrer comment on faisait les couronnes. Oui, parce que non seulement vous donnez du temps pour décorer avec de belles couronnes comme on voit ici, mais en plus c'est convivial parce que vous faites des cours d'art floral en fait. Tout à fait. Je leur ai fait montrer comment on faisait les couronnes de Noël. Bon c'est très joli, je vous laisse terminer. On va continuer à faire notre petit tour des bénévoles avec Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, on va attendre que l'ingénieur du son puisse arriver pour qu'on puisse vous entendre. Ce serait dommage qu'on ne puisse pas vous entendre. Ce fauteuil, c'est vous qui l'avez fait, donc oui, exactement. Ouais. Tapissière. Ouais. Je suis tapissière d'ameublement, ouais. Et donc, je suis arrivée au château dans le cadre d'un projet de restauration d'une des pièces. Et puis voilà, je décide de donner mon temps parce que c'est important de participer à la vie locale et puis d'aider Madly et Emmanuel à aménager tout ça pour Noël en espérant que la fête ait bien lieu. Et oui, vous êtes une grande fan du château. Oui. Bon, Madly, tu vas pouvoir revenir avec moi. Si tout va bien, si le contexte sanitaire s'améliore, quand est-ce qu'on croise les doigts, quand est-ce que vous comptez ouvrir ? Le 5 décembre, c'était la date initiale. On croise les doigts pour que cette date puisse se faire. Au pire, pour les vacances scolaires, à partir du 17 décembre. Bon, je compte sur vous, bretonne, pour venir visiter le château de Rocher-Portail. On en parle depuis tout à l'heure. On va rentrer dans le château, on a toute la décoration à mettre, on a du pain sur la planche. Et moi, j'ai repéré l'élément principal de la déco. Le gros nounours. Celui-là, c'est pour moi. Ça te ressemble bien, ça. À tout à l'heure, une fantaise. Tu t'es fait un nouveau copain. Allez, à tout à l'heure, Evan. Place maintenant à notre volet emploi immersion ce matin dans les coulisses du métier de carrossier. Voici le portrait d'Antonio. Je m'appelle Antonio de Carvalho, j'ai 57 ans et je fais de la carrosserie depuis que j'ai 16 ans. Donc 41 ans que je fais de la carrosserie. Voilà. Déjà, c'est un métier qui est hyper sensuel. On passe notre temps à caresser la tôle, à la regarder sur plusieurs angles, voir la petite bosse, la moindre petite défaillance. C'est hyper tactile, quoi. Il ne s'agit pas de taper comme un sourd sur la tôle. Non, il faut l'écouter, il faut la voir, il faut la regarder. Je pense qu'un carrossier, il doit caresser plus souvent la tôle que peut-être sa femme, je ne sais pas, mais... En fait, l'outil indispensable à la carrosserie, c'est les mains. Tout est là. Le métier de carrossier, je pense qu'à la base, c'est surtout le coup de marteau, quoi. C'est donner forme
ou rétablir la forme peut-être. Un élément qui ne peut pas être changé, il va le sauver, il va le redresser, il va le retaper. C'est pas possible et ça le devient. C'est vrai qu'il faut des heures, il faut de la patience parce qu'on découpe, on ressoude, on redresse, on ajuste, on adapte. Et en fait, l'impossible devient possible. C'est pas moi qui ai créé le véhicule, mais cette fois-ci, pour le coup, c'est ma création. C'est plus la voiture marque Intel ou truc. Ça devient un peu ma voiture en fait. Disons que cette conception, elle m'appartient. C'est à nous de s'adapter au véhicule et non pas l'inverse. On a intérêt à garder la forme. Et un coup, on est debout, un coup on est perché, un coup on est accroupi, des fois allongé sur le véhicule. Tout dépend. Des fois, c'est répétitif, on fait, on recommence, on refait. Des fois, 20 fois la même chose. Mais voilà, des fois, trop vite, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon non plus, parce qu'on va pas jusqu'au bout. C'est un peu le rodin de l'automobile. Il donne forme, voilà, quoi. Il sculpte, il coupe, il ajuste. C'est un art, on peut le dire. Sacré Antonio ne nous a pas laissé indifférents sur ce plateau. Et pour en savoir plus sur ce métier, Nathalie Javoise nous a rejoint. Bonjour Nathalie, vous êtes conseillère Pôle emploi à Lorient. Alors on parle souvent de carrossier. Les femmes sont loin d'être nombreuses dans le métier. Non, en effet, les femmes ne sont pas encore très nombreuses dans le métier. Ceci étant, le métier commence à se mixer. Il y a vraiment une diversité qui se fait entre hommes et femmes de plus en plus. Rappelez-nous, quelles sont les grandes missions du carrossier ? Alors, les grandes missions sont d'identifier les réparations à effectuer, de démonter les éléments endommagés pour les réparer, les remplacer, et de contrôler la conformité aux normes du constructeur. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer le métier ? Alors les formations, cela va du CAP en réparation de carrosserie, le CAP aussi en peinture de carrosserie. On peut aller aussi jusqu'au bac plus 2, bac plus 3. Le métier est aussi accessible en reconversion professionnelle. Et quelles sont les qualités humaines qui peuvent servir d'atout pour les futurs carrossiers ? Alors, avoir de bonnes conditions physiques. En effet, il y a le port de charges lourdes. Souvent, les positions peuvent être inconfortables aussi. Par ailleurs, il est important d'avoir un bon sens relationnel dans la mesure où c'est un métier de service avant tout. Et c'est un secteur qui recrute en Bretagne ? Alors actuellement, en Bretagne, oui. Nous avons 138 offres en ce moment sur le site de Pôle emploi. Et les profils les plus recherchés ont cette double compétence en réparation et en peinture, en carrosserie. Et quels sont les salaires dans le secteur ? Alors, au début, le salaire moyen d'un carrossier salarié est d'environ 1 600 € net par mois. Alors, et un dernier conseil oui. Un dernier conseil pour ceux qui souhaitent postuler ou devenir carrossier ? Oui, alors vous pouvez vous rendre sur notre site La Bonne Formation afin de trouver la formation adéquate. En ce moment, il y a 14 formations liées à la réparation en carrosserie en Bretagne. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Cette question maintenant, toujours niveau emploi, qui peut prétendre à un contrat de professionnalisation ? Élément de réponse avec Arthur Pertigoz. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Ai-je le droit à un contrat de professionnalisation ? Un contrat de professionnalisation, c'est comme un contrat d'apprentissage. Sauf que le contrat d'apprentissage alterne formation pratique en entreprise et formation théorique dans une école ou à la fac. Il est donc réservé aux jeunes. Le contrat de professionnalisation, lui, concerne aussi les plus de 26 ans s'ils sont demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des minima sociaux. Dans ce cas, il associe un CDD ou CDI rémunéré au moins au SMIC et un enseignement théorique gratuit dans le cadre de la formation continue. Il permet d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle, un pas important vers le retour à l'emploi. Autant en profiter. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance.
Voilà pour nos conseils emploi du jour. On ouvre à présent notre page solidarité. Céline, notre belle histoire du jour nous ramène au temps de la Seconde Guerre mondiale. Oui, le temps de la Seconde Guerre mondiale. Et je vais vous parler de Magda Hollander-Lafont, qui pour moi est une grande dame qui incarne la bienveillance, alors qu'elle a vécu l'enfer donc, de la Seconde Guerre mondiale. Elle est rescapée d'Auschwitz-Birkenau, mais elle intervient dans les écoles auprès des jeunes pour témoigner. Et c'est vraiment basé sur le questionnement, pour savoir où est-ce qu'ils en sont de leur connaissance sur la guerre, mais aussi sur eux-mêmes. Parce qu'elle veut leur faire prendre conscience de leurs valeurs, leur potentiel et leur pouvoir, surtout de faire de demain un monde en paix. Racontez-nous un peu la trajectoire de vie de Magda, c'est assez hallucinant. Magda, qui a aujourd'hui 93 ans, mais qui rayonne comme on peut le voir, elle est née en Hongrie dans une famille juive, et elle a 16 ans, en avril 1944, quand ils sont dénoncés par les voisins et donc déportés à Auschwitz-Birkenau. Pendant de longs mois, elle subit ce que nous voyons tous dans les documentaires. Mais dans toute cette horreur, cette violence, elle nous partage aussi les moments de grâce qui lui ont sauvé la vie. Je peux vous donner 4 exemples. Déjà, les nuages en mouvement dans le ciel. Elle s'évadait avec eux par l'esprit. Sa liberté de penser, finalement, ils n'ont jamais pu l'atteindre. Il y a aussi ses intuitions qui, en une fraction de seconde, lui dictait de changer de rang en douce parce que celui-ci était destiné à la chambre à gaz. Il y a aussi un prisonnier qui, au risque de sa vie, lui a soufflé de dire « Tu as 18 ans ». Sinon, l'officier Mengele l'aurait condamné dès son arrivée. Et même un gardien SS qui la terrifiait, qui pourtant lui a frotté les pieds avec un journal et lui a chaussé de nouveaux sabots parce qu'elle était frigorifiée et très affaiblie à travailler dans la neige. Et tout ça, ça m'inspire une citation que je vous partage. La vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. Et comment réagissent les collégiens et lycéens quand elle raconte son histoire ? Ils la questionnent beaucoup aussi. Et d'ailleurs, elle m'a partagé une anecdote. Les jeunes lui demandent souvent comment est-ce qu'ils peuvent être acteurs alors que leurs actes dépendent de leurs parents. Et elle leur répond, mais n'avez-vous pas tous un regard ? Bien sûr que si, comme vous, comme moi, nous avons tous un regard. Et elle leur dit, si vous regardez votre voisin, votre camarade de classe avec mépris, alors qu'il est malheureux, vous l'enfoncez dans son mal-être. Alors que si vous le regardez avec bienveillance, vous lui donnez du baume au cœur, vous lui donnez envie de continuer. Alors, est-ce que déjà là, vous ne travaillez pas pour la paix ? C'est un petit rien qui fait toute la différence. Et elle les invite à avoir un regard doux envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Et là, pour ça, elle nous raconte un autre pan de son histoire qui est l'après-guerre. Et comment a-t-elle vécu la libération, justement ? Alors, la libération, ça a été douloureux. Il y a eu 6 millions de Juifs, comme vous le savez, qui sont morts. Donc, elle a lutté contre la solitude, puisque toute sa famille avait péri dans les camps, et la culpabilité d'être vivante. Mine de rien, les survivants, ils étaient moins considérés que les résistants et les disparus. Et Magda fait partie de ceux que l'on ne voulait pas trop écouter parce que c'était difficile à entendre. Donc, elle a refoulé ses souvenirs pour avancer. Elle est devenue psychologue pour enfants. Elle a construit sa famille. Mais 30 ans après la libération, il y a comme une prise de conscience qui lui fait remonter toute sa colère pour arriver jusqu'à la paix intérieure. Quel a été son déclic ? Le déclic, c'est la lecture des propos d'un homme politique français d'extrême droite, Darquier Pellepoix, en 1978, qui dit « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux ». Ça l'a révolté et il y a un souvenir qui lui est revenu, c'est une femme mourante au camp qui lui avait tendu la main avec 4 petits bouts de pain, certes moisis, mais tellement précieux à ce moment-là, et qui lui a dit « Prends, tu es jeune, tu dois vivre pour témoigner de ce qui se passe ici. Tu dois le dire pour que ça n'arrive plus jamais dans le monde. » Et là, elle vit ce qu'elle dit elle-même, un retournement. Et finalement, c'est comme un miroir. Tant qu'il est tourné vers les autres, on ne se voit pas soi-même. Donc elle a commencé, au lieu de fuir sa souffrance, à écrire ses souvenirs. Elle est même retournée à Auschwitz. Et au lieu de chercher la reconnaissance et l'amour dans le regard des autres, elle a changé le regard sur elle-même, la considération qu'elle se portait. Et quel message elle souhaite transmettre aujourd'hui, Magda ? Magda, pour reprendre ses mots, nous sommes les bâtisseurs de nos vies. Demain est dans le creux de nos mains. Donc elle nous invite à nous tendre nous-mêmes, nous prendre par la main, être à l'écoute et reconnaître nos émotions, nos limites, nos valeurs, prendre confiance en ce que nous sommes, et puis aussi tendre la main aux autres. Mais je vais lui laisser la parole. Je vais vous montrer un extrait de Magda de TEDx Rennes. La foi en la vie inspire toutes mes interventions. J'ai une immense confiance en tous les jeunes. Ils sont habités d'une potentialité et d'une richesse personnelle qui m'émerveille. Je les invite à changer leur regard sur eux-mêmes et leur dis, lorsque vous êtes témoin d'une situation
que vous ressentez comme inacceptable, humainement injuste, faites-vous confiance. Discernez, choisissez et devenez responsable de votre choix. Il nous reste maintenant à imaginer ensemble comment œuvrer, comment cultiver de vrais liens avec moins de peur. Demain dépend de chacun et de chacun de nous. Eh bien, vive la vie! Voilà les paroles d'une grande dame et le témoignage de Magda a même fait l'objet d'un livre, Céline. Oui, et même 3. Mais je vous présente celui-ci, 4 petits bouts de pain, des ténèbres à la joie. Elle nous raconte son histoire, ses réflexions sur la vie, mais c'est une ode à la vie. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Quelle femme formidable, Magda. Merci beaucoup, Céline, d'avoir mis en lumière cette belle histoire. Et avec ce deuxième confinement, nous avons à cœur dans cette émission de vous donner des idées pour vous investir près de chez vous, dans une association. Et si vous deveniez bénévole pour distribuer les surplus alimentaires, regardez. C'est dommage, toute cette nourriture qui va être jetée. Pas forcément, on peut la récupérer et la distribuer, et même pendant le confinement. Vous avez envie d'aider des personnes en difficulté à se nourrir et vous avez aussi envie de lutter contre le gaspillage alimentaire, alors participez à la distribution de surplus alimentaires. Ces surplus peuvent être d'origine agricole ou provenir de grossistes, de grandes surfaces, de magasins de proximité ou de restauration collective ou de restaurants. En amont, les associations mobilisées sur ce créneau ont besoin de bras pour aller les récupérer. Selon les associations, vous les distribuerez ensuite directement ou bien vous les remettrez à d'autres associations qui s'en chargeront. Vincent récupère et distribue bénévolement des surplus alimentaires. Des chefs les cuisinent avant de les donner. Bonne idée de cette mission et de ces actions, c'est que en fait, les plats qui vont être préparés vont être des plats à haute valeur gustative et nutritive, et ça change en fait énormément par rapport à ce que les bénéficiaires peuvent récupérer habituellement, qui sont plutôt souvent malheureusement des plats trop sucrés, trop transformés et trop salés. J'ai une petite anecdote à raconter. C'est il y a quelques semaines, un petit jeune bénéficiaire qui devait avoir 8 ans, Ibrahim, et qui nous a dit cette chose-là. « Ah, vos chefs sont vraiment des magiciens, parce qu'avec des carottes, ils arrivent à faire des cubes, et en plus, ils font sourire ma maman. » Pour nous, c'est vraiment gagnant. Distribuer des surplus alimentaires, c'est être solidaire et écologique. À vous de jouer. C'était donc notre idée du jour. Allons, partons jeter un dernier coup d'œil dans l'un des plus beaux châteaux de Bretagne. Evan qui a plein de cadeaux pour nous. Oui, c'est déjà Noël ici, au château Le Rocher-Portail. Ouh là là. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Madeleine, explique-moi, c'est toi la directrice artistique de la décoration de Noël ici? Oui. Alors, écoute... Vous avez réfléchi depuis quasiment depuis un an. Oui. Donc, achat des différentes décorations, comment on allait faire dans chacune des pièces du château. Donc, il y en a quand même 12 au total qui vont être décorées. On retrouve mon gros nounours de tout à l'heure. Voilà, on retrouve mon gros nounours. Les choses qui ont été faites avec l'aide des bénévoles qu'on a vu tout à l'heure, aussi bien de la décoration florale, voilà. Bon alors Manuel, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de cette pièce, puisqu'elle a l'air d'être vraiment chargée d'histoire. Je te laisse nous raconter ce qui s'est passé dans ce grand salon. Alors, je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans ce grand salon, mais en tout cas, on est dans un grand salon. Alors, la marquise de Farcy, c'était la deuxième propriétaire donc au XVIIe siècle. Sa grande amie était Madame de Rambouillet, celle qui a lancé la grande mode des salons parisiens. Donc, c'est une pièce dédiée aux femmes, donc richement décorée. On est voir de ce côté-là, il y a une énorme tapisserie, elle est magnifique. Oui, voilà. Alors, ça, a priori, vient des appartements de la reine Marie-Antoinette, que le baron a acheté aux enchères après Versailles, donc après la Révolution. Aussi, on a ces grandes cheminées qui sont décorées d'origine, donc ça c'est très rare. Et enfin, tous ces décors sont d'origine, et sur chaque dessus de fenêtre, on a des super broderies et on a des petits tableaux, et on a la plus ancienne représentation du Mont Saint-Michel, qui date de 1600. Donc, et voilà. Alors tu me disais que le mobilier de cette salle est classé Trésor national. Voilà, alors ici, donc, les intérieurs sont classés donc, par les monuments historiques, et c'est vrai que c'est une chance qu'il n'y ait eu que 3 familles à vivre dans ce château depuis le XVIe siècle, et tout ce mobilier est resté.
arriver, hein, comme si voilà, ils sont partis, ils vont revenir. Et ça, c'est une véritable chance. C'est un château habité qui nous, on a rajouté aucun meuble. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors, pour la réponse à tout à l'heure, ce n'est pas un château en T, mais un château en U. Voilà. Vous avez compris la blague? Bon, allez, on va aller dans la pièce d'à côté. Vous montrez, parce qu'ici, si ce salon était plutôt réservé aux femmes. Voilà, après le dîner, donc les femmes d'un côté, les enfants, et les hommes dans la salle de jeu. La salle des plaisirs. Oui, alors on va pas tout vous montrer non plus. Hein. C'est un peu. Est-ce que toi, tu habites ici? Non. Alors oui, on habite des appartements, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ah oui, l'idée c'est vraiment de continuer, que ce château vive. Et il faut être présent. Bon, déjà, nous, on anime ce château donc, maintenant toutes les saisons. Hein. Là, c'était une première Noël pour nous et on va continuer. On a déjà plein de projets. Et l'idée, voilà, c'est vraiment que ce château reste vivant et animé. Ouais. Justement, c'est le plus grand monument historique privé du Grand Ouest. Voilà, habité, voilà, tout à fait. Ouais, Comment vous faites pour financer tout ça? Parce que ça doit coûter très cher. Oui, alors ça coûte très très cher et c'est vraiment dans ces temps difficiles, et je ne suis pas le seul, et c'est vrai qu'on essaye aussi de sensibiliser nos hommes politiques parce qu'un château, ça coûte très très cher, c'est des charges fixes, et la seule possibilité pour ces grands châteaux, c'est de l'ouvrir au public. Hein, et c'est ce que je dis, donc moi en plus je le fais par passion, ce patrimoine, il ne m'appartient pas, il appartient à tout le monde, c'est notre patrimoine, on est tous responsables, hein, nous on le gère, mais les visiteurs finalement participent, et voilà, par leur entrée, participent à l'entretien et à la restauration de ce château. Et c'est pour ça qu'on lance un cri d'alarme. J'espère qu'on va pouvoir ouvrir à Noël. Bon, mais les conditions nous seront imposées. Hein, mais... Tu as une devise que je trouve géniale et que j'aimerais bien que tu partages avec nos téléspectateurs. Voilà, alors, c'est un mot de la fin. C'est « Si l'aventure est dangereuse, la routine est mortelle ». Effectivement, je me lève tous les matins avec cette devise. Super, en tout cas, on vous sent bien tous les deux passionnés. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Et merci aux bénévoles. Ouais. Oui, merci aux bénévoles qui travaillent pendant que nous, on papote dans la salle des hommes. En tout cas, moi, je vais peut-être faire mon petit marché. Il y a plein de décos sympas. Ah, je vais prendre l'avion. Il est beau l'avion pour ton sapin à une fantée. Qu'est-ce que t'en penses? T'as commencé à faire ton sapin, toi? Bah oui, écoute, je commence à faire mon sapin, mais je pense même que je vais venir fêter Noël ici, tout simplement. T'es vachement en avance. Allez, merci beaucoup, Evan. Et merci à toute l'équipe du château Rocher-Portail. Merci, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Demain, au programme d'Ensemble c'est mieux, on parlera bien-être animal. Dans un instant, votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne.